À Saint-Jérôme, je n'ai pas connu que des syndicalistes. J'ai aussi connu un personnage important qui s'appelait Jacques Grandmaison. Très vite, moi qui étais déjà un peu méfiant à l'égard des curés, et qui avait même j'avais un certain anticléricalisme spontané. Quand j'ai connu Grandmaison, j'ai vu que c'était tout autre chose. C'est un homme très progressiste, très ouvert, un homme, un intellectuel très articulé aussi, qui produisait beaucoup, et qui avait une sorte de solidarité très organique avec la classe ouvrière. Il était très proche de tous les travailleurs à Saint-Jérôme et il les défendait très ouvertement, sans ambiguïté. Et cet homme-là m'a beaucoup impressionné. À un moment donné, je m'étais fait une blonde à Saint-Jérôme, ça allait très bien, puis tout ça. Et tout à coup, ma blonde m'annonce qu'elle est enceinte. Alors, je dis, oh, mon Dieu, bon, si tu veux, on va vivre ensemble. Moi, je suis prêt, là. Sauf que mon patron, à l'époque, Marc Fortin, était un homme... Ça, c'était au journal. Toujours au journal, oui. L'Écho du Nord. Oui. Je suis journaliste. C'est ma première année au journal, d'ailleurs. Je prenais les bouchées doubles, là, je deviens... je m'installe dans cette fonction-là. Mais notre patron nous a dit très solennellement, il dit, écoutez, vous autres, comme journalistes ici à Saint-Jérôme, là, vous êtes à la vue de tout le monde. Vous êtes... l'image de votre action et tout ça. Moi, si jamais vous êtes arrêté, par exemple, parce que vous avez conduit en ébriété, ou vous commettez des gestes disgracieux, ou si, par exemple, vous vivez en concubinage, et dit, vous ne pourrez pas garder votre emploi. Alors, je savais que de vivre avec ma blonde, qui était la mère de mon futur enfant, ça n'aurait pas été accepté. Et bon, moi, je parle de ça à des amis. Bon, c'est stupide, comment ça se fait ben, je dis, oui, mais c'est le boss, là, puis on n'a pas grand moyen de défense, là. On était deux journalistes, on n'avait pas de syndicat, Alors, il y a quelqu'un qui me dit, parle-en donc avec ton chum Grandmaison. Je vois, Grandmaison, c'est un prêtre, là, il ne peut pas... Bien, il parle, moi, je rencontre Grandmaison, puis j'explique mon histoire, mon dilemme. Puis je dis, tu me connais, tu sais que je ne suis pas croyant. Puis il dit, écoute, moi, je te connais de plus en plus, puis il dit, je sais que tu as des valeurs qui sont très semblables à mes valeurs à moi. Puis il dit, moi, je n'hésiterai pas du tout à te marier, même si je sais que tu ne crois pas vraiment. Alors... Puis dans le temps, il y avait encore ce qu'on appelait des certificats de confession. Les gens qui se mariaient, souvent, devaient passer par des cours de préparation au mariage. Oui, ah oui. Et après, ils devaient faire une confession générale et avoir une espèce de certificat de confession à l'effet qu'ils étaient en état de grâce. Ça démontrait pour le moins qu'ils étaient sur le chemin de la rédemption. C'est ça. Alors lui, il dit, on va éviter ces singeries-là. Il dit, tu n'auras pas besoin de faire ça. Puis il dit, je vais te marier. Effectivement, je me suis marié. Ça a peiné mes parents parce qu'ils trouvaient... Dans le temps, on appelait ça se marier obligé. Tu sais. Oui. On cachait le pire. Mais là, ils ont vu très vite que j'étais amoureux de ma conjointe, qu'on souhaitait avoir cet enfant puis l'élever correctement. Donc, ça les a calmés. Ils voyaient que j'avais une vie très stable. J'avais un emploi permanent, tout ça. Par la suite, ils ont vu que quand je changeais d'emploi, j'améliorais un peu mon sort, puis je faisais des choses que j'aimais de plus en plus. Donc, ils se sont un peu rassurés. Mais est-ce que tu as gardé des rapports avec Grandmaison par après? Beaucoup moins quand j'ai quitté. Je l'ai croisé à quelques reprises, même comme syndicaliste, des fois dans des réunions organisées sur le plan régional auxquelles je participais. Grandmaison était là, on échangeait. Mais on s'est un peu éloigné, sans qu'il y ait de dissension ou
de différence de vue. Je l'ai beaucoup moins rencontré. Je l'ai revu après ça pendant toute la saga là, de Regent Knitting puis de Tricophile, où j'étais pas là en permanence, mais surtout pendant les périodes d'occupation et tout ça, je suis allé rencontrer les grévistes souvent. J'ai même organisé des petites sessions de formation. C'est là que tu as connu Paul-André Boucher. Oui, Paul-André, je l'ai connu un petit peu avant, là, parce qu'il commençait à être délégué dans nos instances et tout ça. Il était au Conseil du travail, lui, de Saint-Jérôme. De Saint-Jérôme, c'est ça. Puis à titre de président du Conseil du travail, et président, il était délégué. Il a été membre du Conseil général de la FTQ, puis... mais je l'ai connu aussi plus intensément pendant le conflit, pendant l'occupation de l'usine, puis plus tard dans toute la démarche qu'ils ont fait. Mais disons que sur ce dossier-là, c'est Jean-Guy Frenette qui a accompagné le groupe dans toute l'aventure Tricophile.